Pendant 4 mois, ma femme a refusé de me toucher. Elle disait qu'elle était trop fatiguée. Puis, à 1h du matin, j'ai vu la lueur bleue de son téléphone se refléter sur son oreiller. Elle envoyait des messages à quelqu'un. Je suis le directeur de la cybersécurité. J'ai consulté les journaux d'activité. Le numéro enregistré sous le nom de département des RH appartenait à notre directeur financier. La pluie de Seattle ne tombe pas vraiment. Elle flotte simplement autour de vous comme une accusation silencieuse. Et ce mardi soir d'octobre en particulier. Je pouvais sentir chaque molécule de cet air humide s'infiltrer à travers les murs de notre maison. Intelligente à 3 millions de dollars. Tandis que j'étais allongé sur le dos à 1h moins le quart du matin. Fixant le plafond comme s'il détenait des réponses que je n'avais pas encore demandées. Je m'appelle Ryan Caldwell. J'ai passé 12 ans dans les marines avant de me tourner vers la cybersécurité d'entreprise. Et je vais vous dire ceci, le silence qui peut exister entre deux personnes partageant un lit à 1h00 du matin frappe plus fort que tout ce que j'ai pu rencontrer dans une zone de combat. Le dos d'Emily me faisait face. Comme il l'avait fait pendant 123 nuits consécutives. Et avant que vous ne disiez quoi que ce soit, oui, je tenais absolument le compte. Parce que c'est ainsi que mon cerveau fonctionne quand les chiffres n'ont plus de sens. 9 ans de mariage vous apprennent des choses que vous ne vous attendiez jamais à apprendre. Comme le rythme exact de la respiration de votre partenaire lorsqu'il ou elle dort vraiment. Et Emily ne dormait pas. Ses épaules étaient trop rigides pour cela. Et il y avait cette lueur bleue inimitable qui se reflétait sur sa tête d'oreiller en soie. Celle sur laquelle elle avait insisté que nous devions absolument avoir parce que le coton ordinaire était apparemment indigne de nous maintenant. Elle envoyait des messages à quelqu'un à 1h00 du matin en prétendant qu'elle était trop épuisée pour bouger. Il y a 6 mois, la version de moi de l'époque se serait penchée. Lui aurait doucement touché l'épaule et aurait essayé de lui rappeler qui nous étions autrefois. 2 personnes qui ne pouvaient pas s'endormir sans être enlacées l'une contre l'autre. Mais je n'étais plus cet homme. Je me suis éclairci la gorge doucement, juste assez pour signaler que j'étais réveillé. Et je lui ai parlé sur ce ton particulièrement prudent que les maris utilisent lorsqu'ils ont appris à traiter leur propre maison comme un champ de mine. Elle n'a pas tressailli, n'a même pas fait semblant d'être surprise. Elle a juste poussé ce long et lourd soupir. Comme si je lui avais demandé de gravir une montagne plutôt que de simplement reconnaître que j'existais. J'ai une réunion tôt demain, Ryan, s'il te plaît, a-t-elle dit. Et sa voix avait cette qualité. Je ne peux la décrire que comme une porte qui vous claque au nez sans que personne ne la touche. Physiquement. Froide, sèche, irritée. Comme si ma présence de mon côté du lit était quelque chose qu'elle supportait à peine. 4 mois de cela. Et je ne parle pas du rythme naturel du mariage où la vie est parfois difficile et où l'étincelle a besoin d'un peu de travail. Je veux dire 4 mois où ma femme traitait l'idée de me toucher comme si je portais quelque chose de contagieux. 4 mois d'excuses de plus en plus minces jusqu'à devenir pratiquement transparentes. 4 mois à regarder la femme avec qui j'avais tout construit devenir lentement une étrangère qui se trouvait simplement porter mon nom de famille et utiliser mon adresse. Le lit que nous avions autrefois considéré comme notre sanctuaire privé était devenu un no man's land. Et elle avait très clairement indiqué de quel côté de la ligne j'étais autorisé à occuper. Je me suis levé sans un mot de plus, car honnêtement, que restait-il à dire? Et je me suis dirigé vers la cuisine pour un verre d'eau. La maison était sombre. À l'exception de la douce lueur ambiante du système d'éclairage intelligent que j'avais installé. Moi-même, parce que c'est ce que font les ingénieurs. Nous voyons quelque chose qui pourrait mieux fonctionner et nous le réparons. Sauf que ce qui s'était cassé entre ma femme et moi était apparemment hors de mon domaine de compétence. Le calendrier de la cuisine a attiré mon attention et quelque chose s'est resserré dans ma poitrine. Quand j'ai réalisé qu'aujourd'hui, techniquement, puisqu'il était déjà minuit passé, était l'anniversaire de notre premier rendez-vous. Il y a 9 ans, j'avais emmené Emily dans ce petit restaurant italien du quartier universitaire.
Le genre d'endroit avec des nappes à carreaux et des bougies enfoncées dans de vieilles bouteilles de vin. Et elle avait ri à presque tout ce que je disais et m'avait regardé comme si j'étais vraiment là. Personne la plus fascinante qu'elle ait jamais eue en face d'elle. La date n'était pas encerclée sur le calendrier. Elle avait soit oublié, soit cessé de s'en soucier. Et honnêtement, je ne savais pas lequel des deux faisait le plus mal. Je n'ai pas dormi. Je suis resté assis là, dans le noir, à siroter mon eau et à écouter la pluie. Laissant mon esprit vagabonder comme il le fait toujours, cataloguant les schémas. Signalant les anomalies. Parce que la cybersécurité a un effet sur la façon dont vous voyez le monde. Vous commencez à tout lire comme un système. Et lorsque n'importe quelle partie d'un système commence à se comporter de manière anormale. C'est ce que nous appelons un indicateur de compromission. Et mon mariage, toute mon existence domestique. Levait des drapeaux rouges comme s'il essayait de gagner un concours. Le matin est arrivé. Enveloppé dans cette lumière grise et plate de Seattle qui donne à tout l'aspect d'une vieille photographie prise à travers un objectif embué. J'ai regardé Émilie se préparer pour le travail comme on regarderait des images de surveillance. Avec un détachement clinique, à la recherche de données. Elle a passé 45 minutes à choisir sa tenue. C'était 20 minutes de plus que sa durée de base. Et elle fredonnait. Fredonnait vraiment. Comme quelqu'un qui avait quelque chose de véritablement excitant qui l'attendait. Ce quelque chose n'était clairement pas moi. Et ce n'était clairement pas notre anniversaire qu'elle avait oublié de reconnaître. Son téléphone a vibré sur le comptoir en marbre et elle a traversé la pièce avant la deuxième. Vibration. Tout son langage corporel est passé de décontracté à alerte. La façon dont quelqu'un bouge lorsqu'il attend un message qu'il attendait avec impatience. Un client du bureau de Tokyo? Ai-je demandé, gardant ma voix complètement plate en sirotant mon café. Affaire difficile avec le décalage horaire. Elle a levé les yeux vers moi avec ses yeux verts que je trouvais autrefois magnifiques et qui me paraissaient maintenant surtout calculateurs. Et elle m'a fait le sourire professionnel, celui qui s'arrête bien en dessous de ses vrais yeux. Tu sais comment ça se passe. Les affaires mondiales ne prennent pas de jours de congé. Ce que je savais, c'est que North Peak Energy avait fermé ses opérations à Tokyo 6 semaines plus tôt en raison d'une restructuration. Ce que je savais aussi, c'est que ma femme venait de me regarder droit dans les yeux et de mentir sans la moindre hésitation. Et ce que je savais par-dessus tout, c'est que la femme qui se tenait devant moi dans sa robe coûteuse et ses talons de créateur n'était pas la même personne que j'avais épousée. Elle était devenue quelqu'un de complètement différent. Quelqu'un qui me regardait comme si j'étais un meuble. Quelqu'un qui inventait des histoires sur des appels téléphoniques. Travaillait des heures incroyablement longues et rentrait à la maison avec l'odeur du parfum de quelqu'un d'autre et de la nourriture de restaurant que je n'avais jamais été invité à partager. Après qu'elle soit sortie de l'allée dans la BMW sur laquelle elle avait insisté que nous avions besoin parce que sa Lexus était apparemment trop embarrassante pour être vue dans le garage de North Peak, je me suis assis à mon ordinateur de bureau à la maison et je me suis mis au travail. Je suis le directeur de la cybersécurité chez North Peak Energy. Cela donne accès à des choses dont la plupart des gens ignorent même l'existence. Et plus important encore, cela donne les compétences nécessaires pour localiser des choses que les gens sont convaincus d'avoir enterrées. Certains hommes dans ma position auraient explosé, crié, cassé des choses. Exigé le genre de réponse qui ne change rien en réalité. Mais je n'étais pas comme certains hommes. J'étais un ancien marine qui avait passé 12 ans à apprendre que le premier principe de toute opération est le renseignement. On ne montre jamais ses cartes avant d'être prêt à jouer sa main. La première chose que j'ai faite a été d'extraire les données GPS du téléphone d'entreprise d'Émilie, auquel j'avais un accès tout à fait légitime en tant qu'administrateur de la sécurité de l'entreprise. Ce que j'ai trouvé était intéressant. De la manière dont la confirmation de choses que l'on soupçonnait déjà est un type particulier d'intéressant. Sur le papier, le journal de son téléphone indiquait des heures au bureau et à la maison.
Exactement là où le téléphone d'une directrice marketing dévouée était censé se trouver. Mais les téléphones sont des choses qui fuient. Ils laissent des traces dans des endroits auxquels les gens oublient de penser. En fouillant dans les journaux de réseau, j'ai découvert que son téléphone avait régulièrement contacté des antennes relais près de Bellevue. Plus précisément des antennes près d'un hôtel de charme appelé le Silver Bay. Le genre d'endroit populaire auprès des cadres qui ont besoin d'un certain niveau d'intimité plus qu'ils n'ont besoin d'un tarif d'entreprise. 40 miles supplémentaires par semaine sur son compteur kilométrique. Elle ne pouvait pas justifier des visites régulières dans un hôtel qui n'avait rien à voir avec une quelconque campagne marketing que je pouvais trouver. Et des reçus de restaurants pour des endroits servant des huîtres et du champagne. Ce qui était notable car Émilie m'avait toujours dit qu'elle détestait les huîtres. Qu'elle lui rappelait de la morve. Apparemment, son palais avait changé, ou plus probablement. Quelqu'un d'autre avait passé la commande. Les pièces ont commencé à s'emboîter avec la précision froide et mécanique d'un puzzle que vous souhaiteriez désespérément pouvoir arrêter de faire, mais que vous ne pouvez pas. La nouvelle habitude de la salle de sport. Le parfum du hall d'hôtel qu'elle avait commencé à porter. La façon dont elle avait commencé à m'appeler Ryan au lieu du surnom qu'elle utilisait depuis des années, les nouvelles tenues, les nuits tardives. Les voyages d'affaires qui ne correspondaient à rien sur son emploi du temps réel. Chaque détail était un autre point de données dans une équation que je ne voulais pas résoudre. Mais que je ne pouvais m'empêcher de calculer. Parce que c'est la partie de mon cerveau que je ne peux pas éteindre. Elle trouve la vérité, que je le veuille ou non. Ce soir-là, je suis resté tard dans la salle des serveurs au travail. Personne ne s'en est étonné. Je restais souvent tard et le bourdonnement des serveurs était presque méditatif. Comme un bruit blanc pour un esprit tournant à plein régime. Je me suis assis sous la lueur bleue de plusieurs moniteurs et j'ai consulté les journaux de communication des téléphones d'entreprise de Northpeak. En tant que directeur de la sécurité, j'avais accès aux métadonnées à des fins de conformité et d'urgence. Ce que j'ai trouvé dans ces journaux m'a glacé le sang d'une manière qu'une zone de combat n'avait jamais tout à fait réussi. Le contact d'Émilie, étiqueté département des RH, avait accumulé une activité importante. Ce qui aurait été parfaitement anodin si ce numéro avait réellement appartenu au RH. Au lieu de cela, il appartenait à Nathaniel Blake, notre directeur financier. Le genre de type qui portait son succès comme une arme, riait trop fort à ses propres blagues. Portait des montres qui coûtaient plus cher que les hypothèques de certaines personnes. Et se déplaçait dans chaque pièce comme si tout le monde à l'intérieur passait une audition pour attirer son attention. Nat Blake était également marié. 3 enfants. Une femme qui organisait des événements caritatifs et souriait pour les photos aux réunions d'entreprise avec l'expression patiente de quelqu'un qui comprend lentement ce à quoi il a consenti. J'ai consulté l'historique de leurs messages et, en lisant des mois d'échange, j'ai senti quelque chose de fondamental changer en moi. Le genre de mouvement interne profond que vous ressentez dans votre poitrine avant de comprendre consciemment ce qui se passe. Les messages ont commencé de manière assez professionnelle. Discussion marketing, discussion budgétaire, projection trimestrielle. Puis ils ont évolué, comme ces choses le font toujours, en quelque chose de tout à fait différent. Blagues internes, messages tardifs. Conversation qui rendait parfaitement évident qu'ils ne se contentaient pas de revoir des feuilles de calcul pendant leur dîner de travail. Celui qui m'a le plus frappé était un message d'il y a 3 semaines. Ma femme, la femme devant laquelle je m'étais tenu et à qui j'avais fait des promesses, avait écrit à son petit ami. Ce vieil imbécile de Moore ne remarquera rien. Nous pouvons faire passer 50 000 de plus avant la fin du trimestre. Sa réponse demandait des nouvelles du petit soldat à la maison et sa réplique est revenue, me qualifiant d'inoffensif. Un moins que rien qui serait hors de sa vie une fois les bonus encaissés. Inoffensif. Un moins que rien. C'était là, noir sur blanc. Pas suspecté, pas sous-entendu, mais documenté. La vérité réelle sur la façon dont la femme que j'avais aimée pendant près de 10 ans en était venue à me voir. Pas comme un mari,
pas même comme un véritable obstacle, juste un bouche-trou. Quelque chose de chaud dans la maison pendant qu'elle construisait sa vraie vie ailleurs. Je suis resté assis dans cette salle des serveurs pendant un long moment. Juste à respirer. Juste à laisser tout cela s'installer et se réorganiser en quelque chose avec lequel je pouvais réellement travailler. Une version antérieure de moi, plus jeune. Avant que j'aie appris ce que l'émotion incontrôlée vous coûte dans les situations dangereuses. Serait peut-être rentré directement à la maison et aurait fait exploser toute la soirée. Mais ce n'était plus qui j'étais. J'ai compris avec une clarté totale que la femme que j'avais épousée était partie depuis un certain temps déjà, remplacée par quelqu'un qui me considérait comme un poste budgétaire. Et la seule vraie question qui restait était ce que j'allais faire à ce sujet. Parce que voici la chose qu'Émilie et son petit ami avaient complètement mal calculé à mon sujet et, honnêtement, que la plupart des gens dans ma vie avaient mal calculé aussi. Le type stable, calme, discret qui venait travailler tous les jours et faisait son travail sans faire de scène. Le mari qui absorbait excuse après excuse sans répliquer. Ce n'était pas de la faiblesse. C'était de la discipline. La même discipline qui m'avait permis de continuer à respirer dans des situations qui auraient achevé d'autres personnes. La même discipline qui vous permet de fonctionner lorsque perdre son sang-froid signifie perdre la vie. Et maintenant, j'allais mettre cette discipline au service d'un autre type d'opération. Une où j'allais attendre, observer et monter un dossier si solide qu'il ne pourrait être contesté. Et quand le moment serait venu, j'allais démanteler tout ce qu'ils avaient construit avec la même précision méthodique que j'avais utilisée pour démanteler un réseau hostile. Les semaines qui ont suivi ont été une étude de tromperie contrôlée de ma part. Moi jouant le rôle du mari ignorant tandis qu'intérieurement, j'archivais chaque mensonge. Chaque dérapage, chaque élément de preuve qui racontait la véritable histoire sous-jacente. Je lui ai apporté des fleurs pour notre anniversaire. Je l'ai regardé feindre un sourire et expliquer qu'elle était trop fatiguée pour aller où que ce soit. J'ai noté la façon dont elle a vérifié son téléphone environ 30 secondes après s'être éloignée d'eux. Moi. Je lui ai dit que je comprenais, que nous fêterions ça quand les choses se calmeraient. Et j'ai surpris une lueur de soulagement dans son expression. La confirmation qu'elle avait depuis longtemps cessé de me considérer comme quelqu'un dont elle devait se soucier. Il y a eu un dîner pendant ces semaines dont je me souviens encore avec une clarté douloureuse. Émilie était rentrée tard à nouveau, citant une session marathon avec l'équipe européenne. Et j'avais fait des pâtes fraîches parce que c'est toujours l'une des façons dont je montre mon amour aux gens, et ses instincts ne s'éteignent pas comme ça. Elle a à peine regardé l'assiette en s'asseyant. Plus intéressée par son téléphone que par les heures que j'y avais consacrées. C'est bon, a-t-elle dit, sans aucun sentiment. En poussant les linguines comme si elle cherchait un endroit où les cacher. Tu n'aurais vraiment pas dû faire tout ça. Ce n'est pas un effort quand c'est pour quelqu'un que tu aimes, ai-je répondu. En observant son visage pour tout signe de culpabilité ou même juste de reconnaissance de base. Je n'ai rien trouvé, sauf une impatience mal masquée. Elle a laissé la plus grande partie de sa nourriture et s'est excusée pour prendre une conférence téléphonique qui a duré 2 heures et qui, d'après les sons provenant du bureau fermé, impliquait beaucoup de rires qui n'avaient rien à voir avec des conférences téléphoniques. J'ai nettoyé la cuisine seule, j'ai emballé les restes qu'elle ne toucherait jamais. Et je me suis assis au comptoir en pensant à quand exactement mon mariage était devenu un spectacle auquel je devais assister, mais dont je ne faisais jamais vraiment partie. Le lendemain matin, j'ai trouvé un reçu dans la poche de son manteau. Un qu'elle avait eu l'intention de jeter. Dîner pour 2 dans un restaurant dont je n'avais jamais entendu parler. La note indiquait du champagne, des huîtres, un dessert, le genre de dépense qui dit célébration. Pas réunion de travail. La date sur le reçu était celle de notre anniversaire. Le soir même où elle m'avait dit qu'elle était trop épuisée pour faire autre chose que de se coucher. Elle n'avait pas seulement oublié la date. Elle avait activement fait d'autres projets pour cette date pendant que j'étais assis à la maison à regarder les heures passées en me disant que parfois, le travail est vraiment aussi exigeant. Pendant ce temps, j'ai continué à fouiller dans les dossiers financiers.
suivant le fil de l'argent qu'Emily et Nat avaient été si négligents à dissimuler. Ils avaient créé une société écran. Une société de conseil en marketing qui n'existait que sur le papier. Et avaient fait passer des factures gonflées par le budget publicitaire de Northpeak au cours des 18 derniers mois. Les chiffres n'étaient pas stupéfiants selon les normes des entreprises, mais ils s'additionnaient. 2,5 millions de dollars détournés par le biais de fausses campagnes. De fournisseurs fantômes et d'une comptabilité créative qui ferait pleurer un expert comptable. Judiciaire. Et le détail qui m'a presque fait rire tout seul dans ma salle de serveur dans le noir. Ils avaient fait tout cela en utilisant les systèmes de l'entreprise. Laissant des empreintes numériques absolument partout. Comme deux amateurs qui s'étaient convaincus qu'ils étaient des génies du crime. Mais c'était pire. Et bien sûr, c'était pire. En continuant à tirer les fils, j'ai découvert qu'Emily n'avait pas seulement volé de l'argent et couché avec son patron. Elle avait activement démantelé les carrières d'autres personnes pour dégager son propre chemin. Des courriels internes montraient qu'elle transmettait des informations confidentielles sur des candidats vice-présidents concurrents à Nat, lui donnant de quoi saboter leurs projets et les faire paraître incompétents devant Harold Moore, le fondateur et PDG de l'entreprise. Des personnes qui avaient travaillé dur et agi avec intégrité ont vu leur carrière dérailler parce que ma femme voulait un bureau d'angle assez fort pour brûler quiconque se dressait entre elle et lui. Moore était de la vieille fortune et des vieilles valeurs. Un milliardaire autodidacte qui avait bâti Northpeak à partir d'une seule station-service du Montana pour en faire un empire énergétique régional à la force de son obstination et d'un engagement presque religieux à bien faire les choses. Le genre d'homme qui répondait encore parfois à son propre téléphone et pouvait se souvenir par l'heure. Nom des employés qu'il avait croisés une fois à un pique-nique d'entreprise 3 ans auparavant. C'était aussi le genre d'homme qui prenait la trahison personnellement. Du genre de personnel qui a des conséquences. Quand j'ai fini de tout compiler, je savais exactement sur quel bureau cela devait atterrir. La réunion avec Harold a eu lieu un jeudi après-midi dans son bureau d'angle au 40e étage. D'où l'on pouvait voir tout Seattle s'étaler en dessous comme le plan de tout ce qu'il avait construit. Je suis entré avec un dossier noir rempli d'imprimés, chaque courriel, chaque transaction. Chaque pièce de documentation que j'avais collectée, et je l'ai posée sur son bureau sans préambule. Car Harold était un homme qui appréciait d'aller droit au but. « Qu'est-ce que c'est, Caldwell » a-t-il dit, sans lever les yeux de son écran. « Vous demandez des congés ou quelque chose comme ça ?»« Non, monsieur » ai-je dit, gardant ma voix stable et professionnelle. Ceci est un audit de sécurité interne documentant de potentielles irrégularités financières. Environ 2,5 millions de dollars de transactions frauduleuses au cours des 18 derniers mois. Cela a attiré toute son attention. Il a lentement fermé l'ordinateur portable et m'a regardé avec ses yeux gris qui avaient fait transpirer bien des adversaires aux tables de négociation. Harold Moore, à 63 ans, avait toujours l'air de pouvoir se débrouiller dans la plupart des situations. Il y avait une raison pour laquelle personne dans l'entreprise ne le poussait à bout 2 fois. Continuez, a-t-il dit. Je lui ai exposé les faits comme je l'aurais fait pour un officier supérieur. Propre, factuel, chaque affirmation étayée par quelque chose dans le dossier. La société écran, les factures gonflées. La piste papier menant directement au compte personnel de Nathaniel Blake et de là à un fonds commun. Emily avait accès au courriel où ils discutaient nonchalamment du stratagème comme s'ils parlaient de leur projet de week-end. Les communications prouvant qu'ils avaient délibérément sapé d'autres cadres pour booster la carrière d'Emily. Et oui, les images de l'hôtel, non pas parce que je voulais sa sympathie, mais parce qu'elles établissaient la nature de leur relation d'une manière qui donnait un contexte à tout le reste. J'y avais accédé par des canaux de sécurité légitimes. Le genre d'accès qui relevait techniquement de mon rôle. Même si je n'aurais normalement pas eu l'occasion de l'utiliser de cette manière. Harold a parcouru le dossier page par page, son expression se durcissant à chaque tournant. Quand il a finalement relevé les yeux vers moi, j'ai reconnu le regard sur son visage de montant sous l'uniforme.
Un homme qui avait été personnellement insulté et qui calculait déjà la réponse appropriée. Votre femme, a-t-il dit. Ce n'était pas une question. Oui, monsieur. Légalement, toujours. Je m'attends à ce que cela change bientôt. Il m'a regardé pendant un long moment. Je savais ce qu'il cherchait. Un signal que c'était la vendetta personnelle d'un mari amer plutôt qu'une affaire de sécurité. Légitime. Ce qu'il a vu sur mon visage a dû dissiper cette préoccupation car il a hoché la tête brusquement. Le genre de hochement de tête qui signifie qu'une décision a été prise. Ils ont choisi le mauvais homme à sous-estimer. Mon garçon. Ils s'en sont pris à quelqu'un qui sait se battre sans faire de spectacle. Il a posé sa main à plat sur le dossier comme s'il scellait une promesse. Le gala de charité est vendredi. Nous allons faire un exemple que cette industrie n'oubliera pas de. Sitôt. Les 24 heures suivantes ont été un étrange état suspendu. Suivre les mouvements de ma vie tout en sachant que tout était sur le point d'éclater. Je suis rentré à la maison, j'ai dîné avec Émilie. J'ai écouté son récit de sa journée tout en sachant que pratiquement rien de ce qu'elle disait n'était réel. Elle a mentionné le gala, a dit que Nat avait laissé entendre une annonce majeure. Et elle rayonnait pratiquement d'anticipation. Imaginant déjà la version du vendredi soir qui existait dans sa tête. Tu t'assureras d'être présentable, n'est-ce pas? A-t-elle dit. En ajustant mon col avec des doigts qui semblaient appartenir à quelqu'un que je n'avais jamais vraiment rencontré. C'est important pour ma carrière. Je ne rêverai pas de t'embarrasser, ai-je dit. Et je le pensais d'une manière qu'elle ne pouvait pas comprendre. Le vendredi est arrivé avec ce rare type de temps automnal que Seattle produit occasionnellement. Comme excuse pour toute la pluie. Vif, clair, presque théâtral. Émilie a passé toute la journée à se préparer comme si elle se préparait pour son propre mariage. Salon de coiffure, manucure, maquilleuse, la production complète. Et quand elle est finalement apparue dans une robe à $3000 achetée avec l'argent qu'elle avait volé à l'entreprise qu'elle prétendait servir. Elle ressemblait à une couverture de magazine et semblait à peu près aussi chaleureuse qu'une. Je l'ai regardée s'étudier dans le miroir pendant 20 bonnes minutes, changeant d'angle. Examinant les détails comme si elle mémorisait les coordonnées précises de sa propre perfection. La vanité avait toujours été en elle, je suppose. Mais elle était autrefois enveloppée de conscience de soi. Des moments où elle me surprenait à la regarder et riait d'elle-même. Il n'y avait plus de rire maintenant, juste une évaluation froide. Comme un produit vérifié avant son lancement. Les boucles d'oreilles en émeraude ou les diamants? A-t-elle demandé, en tenant une contre chaque oreille sans me poser réellement la question. Les émeraudes font ressortir tes yeux, ai-je dit automatiquement. Le genre de réponse réflexe que j'avais donné des centaines de fois. Elle l'a complètement ignoré et a choisi les diamants. Les diamants valent plus cher? A-t-elle expliqué à son propre reflet comme si c'était la seule métrique pertinente, ce qui, je suppose, était devenu le cas pour elle. Nous sommes allés au gala séparément parce qu'Émilie a dit qu'elle pourrait avoir besoin de rester tard pour le réseautage et que je ne devais pas me sentir obligé d'attendre. La vraie raison était qu'elle voulait la liberté de partir avec Nat sans avoir à construire une explication. J'ai accepté l'excuse de la même manière que j'avais accepté toutes les autres. La laisser continuer à croire que j'étais le moins que rien inoffensif qu'elle avait écarté. La laisser entrer dans cette salle de bal en pensant qu'elle était la personne la plus intelligente du bâtiment. Le trajet en limousine jusqu'au Grand Aurora a été un exercice de distance étudié. Émilie envoyant des textos tout le long. Moi. Regardant les lumières de la ville défiler par la fenêtre et gardant mon esprit délibérément calme. Elle n'a pas remarqué mon silence. Ou elle l'a remarqué et s'en fichait. Quoi qu'il en soit, cela me convenait. L'homme assis à côté d'elle n'était pas le mari avec lequel elle avait décidé de pouvoir se débrouiller. Il était devenu autre chose maintenant. Quelque chose qu'elle avait aidé à construire avec chaque mensonge et chaque stratagème. Et chaque matin, elle me regardait et décidait que je ne valais pas la peine de s'inquiéter. J'ai aperçu notre reflet dans la vitre teintée.
Deux personnes en tenue de soirée assez proches pour se toucher. Séparées par une distance qui n'avait rien à voir avec des centimètres. J'ai pensé à toutes les fois où j'avais roulé vers des situations où l'issue était incertaine et potentiellement finale. Cela semblait différent, mais aussi étrangement familier. Cette quiétude particulière qui précède une tempête pour laquelle vous avez passé un temps considérable à vous préparer. La salle de bal du Grand Aurora était tout ce que l'on peut attendre d'un événement caritatif. D'entreprise haut de gamme. Lustre en cristal, sculpture de glace. Serveur se faufilant dans la foule avec du champagne qui coûtait probablement plus cher là. Bouteille qu'une semaine de course pour la plupart des gens. La salle était pleine d'investisseurs. De membres du conseil d'administration et de cadres qui semblaient tous parler le même langage. Privé, le dialecte des gens qui n'ont jamais eu à se soucier de payer leur loyer. Émilie s'est transformée dès que nous avons franchi ses portes. Elle est devenue l'épouse d'entreprise idéale, posée, magnétique. Entièrement dans son élément parmi des gens qui jouaient exactement le genre de jeu qu'elle avait joué. J'ai repéré Nat immédiatement de l'autre côté de la pièce. Posté près de la scène avec ce sourire prédateur qu'il portait comme un badge. Ressemblant en tout point au directeur financier poli dans son costume sur mesure et sa montre obscènement cher. Il a croisé le regard d'Émilie et lui a fait un petit signe de tête qui semblait probablement innocent pour quiconque ne regardait pas activement. Elle a répondu par un léger ajustement de ses cheveux qui aurait tout aussi bien pu être un signal. Ces deux-là s'étaient convaincus qu'ils étaient intelligents et subtils alors que n'importe qui avec un cerveau en état de marche et une raison de regarder pouvait les lire comme un panneau d'affichage. J'ai passé l'heure du cocktail à faire la conversation poliment avec des cadres intermédiaires qui semblaient légèrement surpris de découvrir que le directeur de la cybersécurité pouvait discuter d'eux. Chose sans rapport avec l'architecture réseau. L'une d'entre elles, une femme de la comptabilité nommée Linda. Plus perspicace que son titre ne le suggérait. A posé des questions sur Émilie avec une sorte de neutralité étudiée qui m'a dit qu'elle avait probablement déjà ses propres soupçons. Votre femme semble très bien réussir, a dit Linda, en regardant Émilie travailler la pièce. Elle a certainement fait une forte impression sur l'équipe de direction. Elle a un talent pour faire des impressions, ai-je convenu, en gardant ma voix parfaitement égale. Et Linda m'a jeté un regard qui disait qu'elle comprenait exactement ce que je n'exprimais pas. Le dîner était une affaire élaborée à plusieurs plats avec le genre d'accord mets et vin qui n'existe que pour les gens en note de frais. J'étais assis à une table avec des membres du conseil d'administration qui ont passé la majeure partie du repas à comparer leur score de golf et à discuter de maisons de vacances à Maui. Émilie était positionnée plus près de la scène. Flanquée de Nat et de quelques autres cadres qui absorbaient chacune de ses paroles comme si elle dispensait une sagesse rare plutôt que de mener une offensive de charme. Elle m'a regardé exactement une fois pendant tout le repas. Un rapide balayage des yeux pour confirmer que j'étais toujours à ma place désignée. Puis est retournée à son public réel. La soirée s'est déroulée selon son cours normal. Discours sur l'investissement communautaire et les dons de charité. Les déclarations habituelles d'engagement envers l'excellence. Émilie circulait comme quelqu'un en campagne, se présentant aux membres du conseil d'administration. Riant à des blagues qui ne le méritaient pas, se maintenant en orbite autour de la scène. Elle a à peine enregistré ma présence de toute la nuit. Sauf pour m'éloigner occasionnellement de conversations qu'elle considérait au-dessus de mon rang. Vers 9h00, Harold Moore est monté sur scène. Et la salle est devenue silencieuse de la manière particulière dont elle le fait lorsque quelqu'un de puissant commande l'attention sans essayer. Il avait l'air distingué dans son smoking, l'image d'un homme qui avait mérité tout ce qu'il avait. Et quand il a souri à la foule, il n'y avait rien dans son expression pour laisser présager ce qui allait se passer. Mesdames et messieurs, a-t-il commencé. Sa voix portant facilement à travers la salle sans aucune amplification. Ce soir, nous sommes ici pour parler de transparence et de la direction de cette entreprise. Mais j'ai toujours cru qu'on ne peut pas construire un véritable avenir sans d'abord être honnête sur le présent.
Emily m'a donné un coup de coude dans les côtes, son visage illuminé d'anticipation. Ça y est, a-t-elle chuchoté. Il annonce la restructuration. Je n'ai pas répondu. J'ai juste regardé Harold faire un signe de tête au technicien du panneau audiovisuel et les normes. Écran derrière lui s'est allumé. Emily est devenue si pâle si rapidement que j'ai sincèrement cru qu'elle allait s'évanouir. Et de l'autre côté de la pièce, j'ai pu voir Nat Blake se figer complètement au milieu d'un sourire alors que ses propres mots apparaissaient sur un écran de la taille d'un petit immeuble. Affiché devant 400 des personnes les plus influentes du monde des affaires de Seattle. Ce vieil imbécile de Moore ne remarquera rien. Nous pouvons faire passer 50 000 de plus avant la fin du trimestre. Et le petit soldat à la maison. Ryan, il est inoffensif. Un moins que rien qui sera hors de ma vie dès que les bonus tomberont. Le silence dans cette salle de bal était total. Le genre où l'on peut réellement entendre la glace bouger dans les seaux à champagne. Et puis la voix d'Harold a tranché à travers comme une lame. Ces messages, a-t-il dit d'un ton presque conversationnel, ont été échangés entre mon directeur financier et ma directrice du marketing au cours des derniers mois dans le cadre d'un stratagème qui a escroqué cette entreprise de plus de 2 millions de dollars. Et a délibérément détruit les carrières de plusieurs cadres travailleurs dont la seule erreur a été de se trouver sur le chemin de quelqu'un d'autre. L'écran est passé à des documents financiers, des registres de transactions. La piste papier complète exposée en détail indéniable. Un murmure a parcouru la foule comme la première secousse avant un tremblement de terre et le verre de champagne de quelqu'un a heurté le sol en marbre et s'est brisé avec un son de pistolet de départ. Puis la vidéo est apparue. Des images de surveillance de l'hôtel Silver Bay. Emily et Nat traversant le hall ensemble, sa main posée bas sur son dos. Tous deux riant comme des gens sans souci au monde. Entrant dans un ascenseur qui ne les emmenait clairement pas à des étages séparés. Les images étaient suffisamment sobres pour ne pas être diffusées aux informations du soir, mais suffisamment claires dans ce qu'elles montraient pour que personne dans cette salle ne puisse maintenir une quelconque prétention polie sur ce qui le regardait. Nat s'est dirigé vers la sortie. Mes deux gardes de sécurité se sont mis sur son chemin comme s'ils avaient été placés là spécifiquement pour ce moment. Car ils l'avaient été, puisque je les avais personnellement briefés avant l'événement. Son expression est passée de prédateur confiant à épave blême en environ 3 secondes. Et le voir comprendre en temps réel que tout son monde construit s'effondrait à presque compenser 4 mois à rester éveillé seul dans le noir. Emily m'a attrapé le bras, les doigts s'enfonçant assez fort pour laisser des marques. Sa voix un sifflement désespéré qu'elle avait probablement l'intention de garder bas. Mais qui a porté clairement dans le silence autour de nous. Ryan, fais quelque chose. C'est faux. Ce sont des fabrications. Quelqu'un a monté ce coup. Je l'ai regardé, vraiment regardé, au-delà du maquillage impeccable et de la robe coûteuse. Jusqu'à la personne qu'elle était réellement devenue. La personne qui m'avait qualifié d'inoffensif et de moins que rien par écrit. Qui m'avait menti en face chaque jour pendant des mois sans sourciller. Qui avait volé et manipulé et laissé une traînée de gens blessés derrière elle sans un moment de remords visible. Et ce que j'ai ressenti n'était pas de la colère. C'était quelque chose de plus calme que cela. Une clarté froide et posée qui était presque comme la paix. Je suis le directeur de la cybersécurité, Emily, ai-je dit, en m'assurant que ma voix portait jusqu'aux personnes assez proches pour entendre chaque mot. J'ai personnellement authentifié chacun de ces fichiers. Chacun d'eux est réel. J'ai baissé la main et j'ai retiré sa main de ma manche lentement et délibérément. Comme on enlèverait un fil d'une veste par ailleurs impeccable. L'expression sur son visage alors qu'elle réalisait enfin. Alors qu'elle saisissait mon rôle dans tout cela. Était quelque chose que je porterais avec moi pour le reste de ma vie. Pas avec fierté, exactement, mais avec la sombre reconnaissance que certaines choses, une fois faites, ne peuvent être annulées. La voix d'Harold est revenue par les haut-parleurs, formelle et finale maintenant. Emily Caldwell et Nathaniel Blake sont par la présente licenciés pour faute grave. Avec effet immédiat.
Leur participation à une fraude d'entreprise et à des violations de l'éthique a été signalée aux autorités compétentes qui attendent actuellement dans le hall pour poursuivre cette conversation. Les flashs des appareils photo ont éclaté de partout. Une tempête de lumière alors que chaque journaliste dans la salle comprenait qu'il tenait le genre d'histoire qui fait des carrières. Émilie se tenait au centre de tout cela. L'image qu'elle avait passé des années à construire se dissolvant en temps réel autour d'elle. De l'autre côté de la pièce, Nat était guidé vers la sortie par la sécurité avec une sorte de poigne ferme et exercée qui rendait clair que la résistance n'était pas une option. Elle s'est tournée vers moi une dernière fois. Et j'ai regardé les émotions se succéder sur son visage. Le choc s'effondrant en rage. La rage se dissolvant en quelque chose qui ressemblait beaucoup à de la peur alors qu'elle comprenait enfin toute l'étendue de ce qu'elle avait sous-estimé. « C'est toi qui as fait ça », a-t-elle dit, d'un ton plat. « Certainement. »« C'est toi qui as fait ça », ai-je répondu. « Je n'ai fait que tout noter. » La foule s'est écartée alors que je me dirigeais vers la sortie, et je n'ai pas regardé en arrière. Derrière moi, je pouvais entendre la voix d'Émilie monter en ton alors que les officiers s'approchaient. Une série d'excuses et d'accusations auxquelles personne autour d'elle ne prêtait plus attention. Mais tout cela s'est estompé en bruit de fond au moment où je suis sorti dans la nuit fraîche de Seattle et j'ai pris la première profonde respiration que j'avais réussi à prendre depuis ce qui semblait être très longtemps. Les 48 heures suivantes ont été un ouragan de conséquences que j'ai observé à une distance prudente. Comme on observe une démolition contrôlée depuis derrière une barrière. L'avocat de Nat l'a fait sortir sous caution. Mais son premier geste a été de complètement accabler Émilie. À tel point que leur ancienne alliance est devenue une blague récurrente dans les cercles d'entreprise pendant des mois. Selon sa déclaration, il avait été séduit et manipulé dans un stratagème qu'il n'avait pas vraiment compris. Contraint par une femme qui avait utilisé son charme personnel pour outrepasser son meilleur jugement. Ce qui était exactement le genre de dérobade lâche que j'attendais d'un homme qui n'avait jamais volontairement accepté la responsabilité de quoi que ce soit. La couverture médiatique a été implacable, de la manière dont tout est implacable maintenant. Chaque détail décortiqué et réassemblé et décortiqué à nouveau jusqu'à ce qu'il ne reste que l'indignation et les commentaires. Quelqu'un a fait fuiter la photo d'entreprise d'Émilie, et du jour au lendemain. Son visage était partout. La cadre de haut vol qui avait trahi son entreprise. Son mari et essentiellement tous ceux qui lui avaient jamais rendu service. Les sections de commentaires étaient prévisiblement brutales. À parts égales de fureur morale et de satisfaction à peine dissimulée de voir quelqu'un tomber d'une hauteur qu'il avait travaillé dur pour atteindre. Les collègues qui lui avaient souri dans les salles de conférence et accepté son aide pour leur projet se sont retournés contre elle avec une férocité particulière réservée aux personnes qui se font prendre à faire ce que tout le monde soupçonnait mais ne pouvait pas prouver. Les mêmes cadres qui avaient loué son dynamisme et son ambition affirmaient soudainement qu'ils avaient toujours senti que quelque chose n'allait pas chez elle. Toujours su qu'elle était trop affamée, trop stratégique. Trop prête à écraser tout ce qui devait l'être. Le genre d'histoire révisionniste dont les organisations sont très douées. Tout le monde se précipitant pour se distancier de l'échec tout en empochant discrètement tout le crédit qu'ils avaient tiré de son succès. Les cartes de crédit d'entreprise d'Émilie ont été coupées avant même qu'elle ne quitte le gala. Ses comptes gelés dans le cadre de l'enquête sur la fraude. Sa voiture de société signalée pour un retour immédiat. Le matin, son visage était à la une de tous les médias locaux. Et pas de la manière dont elle avait passé des années à travailler. La cadre ambitieuse qui avait tout misé sur un bureau d'angle était maintenant l'exemple à ne pas suivre que les départements des ressources humaines citeraient dans les formations d'éthique pour les années à venir. J'ai reçu des appels de journalistes voulant des citations, d'avocats voulant des dépositions. D'anciens collègues voulant des commérages déguisés en préoccupations sincères. Je n'ai pas interagi avec la plupart d'entre eux. Ce n'était pas un récit que je devais façonner ou une histoire que je voulais m'approprier. Les preuves documentées existaient dans les dossiers du tribunal.
Les registres financiers et les communications d'entreprise qui seraient probablement étudiés dans les programmes d'éthique des affaires pendant un certain temps. Elle a essayé de rentrer à la maison ce soir-là. Et rester sous la pluie près du portail d'entrée comme dans un film. Sauf que ce n'était pas une comédie romantique. Et il n'y avait pas de moment de pardon réconfortant à venir. Le code du portail avait déjà été changé. Quelque chose dont je m'étais occupé plus tôt dans la journée en même temps qu'une consultation avec un avocat spécialisé en divorce qui se spécialisait dans la protection des actifs en cas de fraude conjugale. Ces affaires étaient emballées dans des boîtes qui commençaient déjà à ramollir sous la bruine de Seattle. Vêtements de marque et chaussures chères et toutes les preuves physiques d'une vie qu'elle avait construite sur des ressources volées et une confiance brisée. Je l'ai regardé sur la caméra de sécurité pendant un moment. Je l'ai regardé frapper au portail puis à la porte. J'ai regardé le mascara couler sur ses joues en longues lignes noires alors que la pluie la transformait de prédatrice d'entreprise en quelque chose de plus petit et de plus difficile à regarder. Il fut un temps où la voir en détresse m'aurait fait accourir. Quoi qu'elle ait fait, ce temps était révolu. Quelque part entre la lecture de ses messages et le fait de la regarder me mentir en face sans aucun conflit visible. Elle est restée là pendant près d'une heure, alternant entre frapper sur les choses et s'effondrer contre elle. Je me suis demandé ce qui lui passait réellement par la tête. Si elle était vraiment désolée ou juste désolée du résultat. Si quelque part derrière tout le calcul il y avait même une compréhension de base de la différence. La pluie continuait de tomber, indifférente, comme le temps l'est toujours aux problèmes humains. Comme la vie a tendance à être indifférente aux gens qui ont épuisé les chances auxquelles ils ne prêtaient jamais beaucoup d'attention. Finalement, elle a sorti son téléphone, appelant probablement l'un des amis qui découvrirait bientôt que l'association avec elle était devenue professionnellement gênante. Quand j'ai finalement ouvert la porte, je suis resté sur le seuil. La pluie tombait fort maintenant. Et Émilie ressemblait à une personne complètement différente de la femme qui avait passé toute la matinée à se préparer pour son propre couronnement. Elle a tendu la main vers moi dès qu'elle a vu la porte s'ouvrir. Sa voix se brisant avec une urgence qui aurait pu être persuasive si je n'avais pas passé des mois à cataloguer chaque couche de sa tromperie. « Ryan, s'il te plaît, tu dois m'écouter » a-t-elle dit, les mains tremblantes. De froid ou de peur ou des deux. Tout cela est mal interprété. Si tu me donnes juste la chance de m'expliquer. Il n'y a plus de nous ici, Émilie, ai-je dit, et ma propre voix m'a semblé étrange. Stable, lointaine, comme si je rapportais une condition météorologique à quelqu'un dans la rue. Il n'y en a plus depuis longtemps. Tu l'as très clairement exprimé dans tes propres mots. Ces messages, c'était pour me défouler. J'étais stressé. Je ne pensais rien de tout ça. Tu sais sous quelle pression j'ai été. Ce qui m'a le plus frappé à ce moment-là n'était pas sa peur ou son désespoir. C'était le fait qu'elle continuait. Continuait à mentir, à pivoter, à me traiter comme le moins que rien inoffensif de ses textos. Même maintenant, avec tout ce qui l'entourait en ruine. Elle ne pouvait pas trouver le chemin de la vérité. Ne pouvait pas reconnaître ce qu'elle avait fait sans immédiatement le réemballer comme la faute de quelqu'un d'autre. Certaines personnes n'y arrivent jamais. Ne comprennent jamais que les tactiques qui les ont mises dans le pétrin ne seront pas les tactiques qui les en sortiront. J'ai attrapé derrière la porte une enveloppe en papier craft. Du genre qui semble plus lourde qu'elle ne le devrait simplement à cause de ce qu'elle représente. Les papiers du divorce, ai-je dit, en les plaçant dans ses mains. Et une ordonnance restrictive. Tu es tenu de rester à au moins 500 pieds de moi. De cette maison et de mon lieu de travail. La maison a été entièrement achetée avec mes revenus et mon héritage, donc tu prendras tes effets personnels et rien de plus. Son visage s'est durci. Les dernières traces de la charmante personnalité publique ont finalement disparu. Tu penses que tu peux simplement me jeter après tout ce que j'ai investi dans ce mariage. J'ai failli trouver ça drôle. J'ai failli laisser l'audace pure de cette phrase briser mon sang-froid, mais j'ai tenu bon.
Que as-tu investi exactement dans ce mariage? Émilie? Une liaison avec ton patron? 2,5 millions de dollars de vol d'entreprise. Me qualifier d'inoffensif par écrit pendant que tu planifiais ta sortie? Passer notre anniversaire avec quelqu'un d'autre pendant que j'étais assis à la maison. J'ai secoué la tête lentement. Tu n'as pas traité ce mariage comme quelque chose qui valait la peine d'être protégé. Tu l'as traité comme une charge d'exploitation. Et maintenant tu apprends que certaines pertes ne peuvent pas être récupérées. Tu fais une énorme erreur, a-t-elle dit. Et la chaleur avait complètement disparu maintenant. Il ne restait plus que du venin froid. Je vais te démolir au tribunal. Je partirai avec tout. Tu es libre d'essayer, ai-je dit, et je le pensais sincèrement. Mais je lirai attentivement ces papiers avant d'élaborer ta stratégie. Mon avocat a une vision très complète de ta situation financière, y compris quelques transactions spécifiques que les enquêteurs fédéraux pourraient trouver dignes d'intérêt, s'ils ne l'ont pas déjà fait. Le combat l'a quitté alors, rapidement, comme si l'on voyait la pression chuter dans une pièce. Elle s'est appuyée contre le cadre de la porte avec l'enveloppe contre sa poitrine. Et la femme en face de moi ne ressemblait en rien à la cadre qu'elle avait tout sacrifié pour devenir. J'ai réalisé, un peu à ma propre surprise, que je ressentais quelque chose de proche de la pitié. Non pas parce qu'elle ne méritait pas ce qui se passait, mais parce que je regardais quelqu'un prendre la pleine mesure de ses propres choix et enfin, trop tard, comprendre ce qu'ils avaient réellement coûté. Où suis-je censé aller, a-t-elle demandé, et sa voix était devenue petite. Ce n'est plus quelque chose que je peux répondre pour toi, ai-je dit. Et j'ai fermé la porte. Le déclic de la serrure a sonné comme la fin d'un chapitre, ce qui était exactement le cas. Je suis resté dans le hall de ma maison vide et j'ai écouté la pluie et les sons étouffés d'Émilie, qui se retirait. Et j'ai attendu que la vague de triomphe, de justification, ou au minimum, de satisfaction, m'envahisse. Ce que j'ai ressenti à la place était un type particulier de vide. Le genre que l'on ressent quand on a porté quelque chose de très lourd pendant très longtemps. Et le poser enfin vous laisse plus léger, mais aussi étrangement à la dérive. Je suis allé au salon et je me suis versé un verre de whisky de la bouteille que j'avais gardée pour une occasion importante sans jamais vraiment décider ce que cela signifiait. La première gorgée a brûlé comme il fallait et je me suis installé dans mon fauteuil et j'ai regardé la pluie à travers la vitre et j'ai laissé mon esprit se calmer pour la première fois depuis des mois. Il y avait encore beaucoup de choses à venir, des avocats, de la paperasse. Probablement des mois de procédure judiciaire avant que tout ne soit entièrement résolu. Mais c'était un problème pour une future version de moi. La version présente avait fait ce qui devait être fait et allait maintenant s'asseoir dans le silence et apprécier qu'il ne se sentait plus comme quelque chose qui l'oppressait. La maison semblait différente. Ou peut-être que j'étais différent. Probablement les deux. Les traces de la présence d'Émilie étaient encore partout. Ses choix de décoration, les meubles disposés comme elle les avait disposés. Mais ils semblaient maintenant être des artefacts d'un site de fouille. La preuve d'une époque antérieure plutôt qu'une partie de quelque chose de vivant. Je changerai les choses éventuellement. Je ferai de l'espace le mien de la manière dont je n'avais jamais pris la peine de le faire lorsque j'étais occupé à accommoder quelqu'un qui avait déjà décidé de ne pas rester. Les semaines qui ont suivi sont venues avec leur cortège complet de procédures judiciaires, de dépositions et du genre de paperasse qui vous fait brièvement apprécier l'efficacité de solutions plus directes. L'avocat d'Émilie a essayé tous les angles possibles, pression au travail, mari contrôlant. Une série d'explications alternatives qui auraient pu fonctionner s'il n'y avait pas eu une montagne documentée de preuves suggérant le contraire. L'enquête sur la fraude s'est étendue pour inclure des accusations fédérales une fois que le compte offshore a fait surface. Et soudain, la situation juridique d'Émilie était bien plus importante qu'un divorce contesté. J'ai témoigné 2 fois, une fois pour le divorce, une fois pour l'affaire fédérale. Et les 2 fois, j'ai gardé mes réponses courtes, factuelles et complètement résistantes à tout appât conçu pour me rendre émotif ou spéculatif.
Son équipe juridique a essayé de me présenter comme un mari vengeur qui avait monté une affaire par dépit personnel. Mais les experts comptables judiciaires avaient validé tout ce que j'avais trouvé et avaient ensuite identifié des éléments supplémentaires. À la fin de la première semaine de témoignage, même ses propres avocats semblaient faire semblant. Le plus difficile n'était pas les procédures judiciaires, ni l'attention des médias, ni la rencontre hostile occasionnelle avec quelqu'un qui avait cru à la version des événements d'Émilie. Le plus difficile, c'était le calme. Rentrer à la maison dans une maison vide et chercher instinctivement mon téléphone pour partager quelque chose sur ma journée avant de me souvenir que la personne avec qui j'avais partagé ce rituel pendant près d'une décennie était simplement partie. Pas morte, juste transformée en quelqu'un d'inconnaissable. Quelqu'un que je ne choisirais pas de connaître, même si la reconnaissance était possible. Nat a conclu un accord de plaidé coupable qui s'accompagnait d'une peine de prison importante et de pénalités financières suffisamment importantes pour effacer la plupart de ce qu'il avait volé. Son accord de coopération a rendu impossible pour Émilie de prétendre qu'elle n'avait pas compris toute l'étendue de ce qu'il faisait. Sa femme a demandé le divorce dans la semaine. Et la rumeur dans le réseau de l'entreprise était qu'elle avait vendu la maison à Medina et était retournée dans sa famille dans le Connecticut avec les enfants. Un autre groupe de personnes dont la vie avait été bouleversée par deux individus qui avaient décidé que les règles étaient pour les autres. J'ai croisé l'ex-femme de Nat une fois, environ 6 mois après tout ça, dans un café près de mon bureau. Elle m'a reconnu avant que je ne la reconnaisse. Ce qui était logique puisque mon visage avait été dans les journaux presque aussi souvent que celui de son mari. Et elle s'est arrêtée à ma table avec une expression que je n'ai pas pu lire immédiatement. Ryan Caldwell, a-t-elle dit. Ce n'est pas une question. Madame Blake, ai-je dit, ne sachant pas quoi offrir d'autre. Catherine, s'il vous plaît. Je pense que la formalité est un peu hors de propos à ce stade. Elle a demandé si elle pouvait s'asseoir un moment et nous avons parlé pendant environ 20 minutes. Deux personnes dont la vie avait été détruite par la même source. Comparant des notes sur ce à quoi ressemble la reconstruction. Elle allait mieux que ce à quoi je m'attendais, avait renoué avec des personnes qui comptaient. Était en train de reconstruire une version d'elle-même qui ne dépendait pas de la carrière de son mari ou de son réseau de mensonges. Elle m'a remercié, ce que je n'avais pas anticipé, d'avoir tout mis en lumière. Le fait de ne pas savoir était le pire, a-t-elle dit, en remuant un café qu'elle a à peine touché. Soupçonner, mais ne jamais être certain. Au moins maintenant. Je sais exactement à quoi j'avais affaire. Je lui ai dit que j'étais content qu'elle aille de l'avant, et je le pensais. Après son départ, je suis resté assis là un moment. Pensant à tous ceux dont le chemin avait croisé l'opération d'Émilie et de Nat. Toutes les personnes prises dans les décombres de deux individus qui avaient été si certains de leur propre intelligence. Harold Moore m'a convoqué dans son bureau un mois après le gala. Et je suis arrivé en m'attendant soit à une promotion, soit à une conversation prudente sur les limites de ma collecte d'informations. Ce que j'ai obtenu à la place était quelque chose que je n'avais pas anticipé. Une poignée de main et une offre de partenariat dans une nouvelle société de conseil en sécurité, qu'il lançait en tant que filiale de Northpeak. Vous avez géré cela comme un professionnel, a-t-il dit. Ses yeux gris faisant leur évaluation habituelle. Pas de drame inutile, pas de spectacle au-delà de ce que la situation exigeait. Juste une exécution propre. C'est un type de compétence spécifique et je pourrais l'utiliser. Je lui ai dit que j'y réfléchirais. Car j'avais besoin de temps pour comprendre quel genre de vie je voulais réellement construire. Maintenant que l'ancienne avait été balayée. L'argent était réel et l'opportunité était légitime. Mais je n'étais pas sûr de vouloir passer le reste de ma vie professionnelle à excaver les tromperies des autres. Il y a un coût à ce genre de travail. Une érosion lente de votre capacité à prendre quoi que ce soit pour argent comptant. Et j'avais déjà payé plus qu'assez de ce coût. Le divorce a été finalisé un mardi d'avril. 6 mois après la nuit où j'ai remarqué pour la première fois Émilie envoyant des textos dans le noir.
Le juge avait agi rapidement une fois que les crimes financiers avaient été pris en compte dans le tableau des actifs et les efforts d'Émilie pour réclamer la moitié de tout s'étaient effondrés sous le poids documenté de ses propres intentions déclarées de partir une fois l'argent encaissé. Elle est partie avec ses effets personnels et ses frais de justice. Et je suis sorti de ce palais de justice en ressentant quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis plus longtemps que je ne pouvais m'en souvenir avec précision. La liberté très spécifique d'être débarrassé de quelque chose de lourd que l'on avait cessé de remarquer. J'ai finalement accepté l'offre d'Harold. Après quelques mois de thérapie et de réflexion sincère et le lent processus de découvrir qui Ryan Caldwell était censé être quand il ne jouait pas le rôle de mari fidèle à quelqu'un qui n'avait jamais eu l'intention de rendre l'appareil. Le travail est difficile et parfois sombre. Mais il signifie aussi que d'autres entreprises ne se font pas surprendre comme North Peak l'a presque été. Que d'autres employés ne perdent pas leur carrière à cause de personnes prêtes à les détruire pour un titre. Que d'autres familles ne sont pas démantelées par des personnes qui ont décidé que les règles étaient facultatives. Émilie a pris contact une fois, environ un an après que tout soit terminé. Par l'intermédiaire d'un intermédiaire car l'ordonnance restrictive était toujours active. Elle voulait s'excuser, apparemment. Voulait tourner la page ou obtenir le pardon ou quoi que ce soit qui rend le poids des mauvais choix plus léger. Je n'ai jamais répondu. Non pas parce que je portais encore la colère qui s'était éteinte il y a longtemps. Laissant quelque chose de plus calme et de plus compliqué à sa place. Mais parce qu'il n'y avait vraiment plus rien à dire. Elle avait fait ses choix. J'avais fait les miens. Les conséquences étaient tombées là où elles devaient tomber. Revenir sur quoi que ce soit aurait été comme appuyer sur une blessure qui avait enfin commencé à se refermer. Aux dernières nouvelles. Elle travaillait dans une petite agence de marketing quelque part en Arizona. Repartant de zéro et reconstruisant ce qu'elle pouvait de ce qui restait de sa réputation. Une partie de moi espère qu'elle trouvera son chemin. Pas pour elle en particulier. Mais parce que la possibilité que les gens changent réellement est quelque chose qui vaut la peine de croire, même pour les personnes qui ont spectaculairement gâché leur première occasion. Mais cette partie de moi est petite et silencieuse. Et elle ne me tient pas éveillé comme sa trahison le faisait autrefois. De nos jours, je dors bien. Le lit ne ressemble plus à un territoire contesté. C'est juste un endroit pour se reposer. J'ai commencé à voir quelqu'un, une vétérinaire. Avec des rides du rire autour des yeux et une incapacité totale à raconter un mensonge convaincant. Sur quoi que ce soit. Et parfois. Je me surprends à être surpris par la simplicité des choses lorsque les deux personnes sont sincèrement investies. La maison a changé aussi. Nouvelle peinture, nouveaux meubles. Suffisamment de différence pour qu'elle ne fonctionne plus comme un monument à un mariage qui a échoué. J'ai gardé quelques objets. Des articles pratiques qui étaient à moi avant Émilie et qui sont restés à moi après elle. Presque tout ce que nous avons accumulé ensemble a disparu, donné, vendu ou simplement abandonné. Recommencer à 41 n'en était pas le plan. Mais là encore, presque rien de l'année écoulée ne s'est déroulé selon un plan que j'avais fait. Et j'ai appris à accepter cela. Parfois, je repense à cette nuit dans la salle de bal. Au moment exact où le sol s'est dérobé sous tout. Et j'essaie d'identifier ce que je ressentais réellement en regardant le monde soigneusement construit d'Émilie s'effondrer en temps réel. Ce dont je me souviens n'est pas le triomphe. Ce n'est pas la vengeance. Ce n'est même pas une satisfaction particulière. Ce dont je me souviens, c'est l'épuisement. La fatigue profonde, jusqu'à l'os. D'en avoir enfin complètement terminé avec un combat que je n'avais jamais demandé. Elle avait transformé notre mariage en guerre. J'avais gagné, mais gagner ne ressemblait pas à une victoire. C'était comme s'éloigner d'un accident que l'on n'avait pas provoqué. Je ne raconte pas cette histoire pour me présenter comme le héros ou pour réduire Émilie à une méchante, bien qu'elle n'ait certainement pas été la protagoniste de notre chapitre particulier. Je la raconte parce que les gens révèlent qui ils sont dans les petits moments bien avant de le révéler dans les grands.
Et l'échec réel de mon mariage n'était pas l'adultère, ni la fraude, ni le dénouement très public au gala. Le véritable échec, c'était tous ces petits moments, les rejets silencieux. Les manques de respect accumulés que j'ai choisi de laisser passer parce que les reconnaître aurait signifié reconnaître que quelque chose était fondamentalement brisé. Au moment où elle me qualifiait d'inoffensive dans des messages à son amant. Elle me traitait comme telle depuis des années. Et je l'avais permis parce que l'alternative exigeait une sorte d'honnêteté à laquelle je n'étais pas prêt. C'est la chose que j'emporte avec moi maintenant dans ce nouveau chapitre. Avec sa clarté durement gagnée et ses possibilités réelles. Faites attention aux petites choses. Faites confiance à la partie de vous qui dit que quelque chose ne va pas. Et ne laissez jamais personne vous convaincre que votre propre tranquillité d'esprit compte moins que leur commodité. La pluie tombe à nouveau ce soir. La même pluie de Seattle qui tombe depuis plus longtemps que quiconque ici ne peut s'en souvenir. Et je suis dans mon salon avec un verre de whisky et absolument plus rien à prouver à personne. Le silence dans cette maison n'est plus lourd. Il est juste calme. Le genre de calme qui s'installe après qu'une tempête soit passée et ait emporté tout ce pourquoi elle était venue. Demain, il y aura du travail. Des complications et toute la difficulté ordinaire de vivre une vie réelle dans un monde qui ne tient pas compte de vos sentiments. Mais ce soir, en ce moment, il n'y a que ça. Un homme dans son propre espace, en paix avec ses décisions, regardant vers l'avenir. Quoi qu'il advienne, sans peur, ni obligation. Ni le poids lentement accumulé des mensonges de quelqu'un d'autre. Et après tout ce qui s'est passé, honnêtement, c'est plus que suffisant.